Alors, quand on parle de pédagogie, quand on parle de méthode, je vais inviter Emmanuel Thibier de l'ADEME, mais aussi Laurent Delcaillou-Roux, pardon, du Shift Project, à nous rejoindre pour venir, quelque part, en rajouter une couche. Hein, avec un exemple pour commencer, Emmanuel, que je trouve le... Qui est parti avec le bip? Ah voilà. Avec l'exemple d'une démarche prospective dont vous avez entendu parler, qui est la scénarisation, les scénarios produits par l'ADEME, on va venir sur la méthode, au-delà des résultats, évidemment, d'un travail qui a été réalisé à une échelle nationale, mais qui vous interroge aussi. Oui, merci Sylvain. Donc, je vous présente aujourd'hui un exercice prospectif que l'ADEME a conduit pendant 2 années pour une France neutre en carbone 2050. Voilà. Qu'on a intitulé Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. L'objectif de ces travaux prospectifs, c'était de construire des profils de scénarios présentant une cohérence interne, d'illustrer le champ des options possibles à long terme pour atteindre la neutralité carbone, en explorer les diverses implications et permettre ainsi d'éclairer les décisions incontournables à court terme. Voilà. Donc les résultats se présentent sous la forme de 4 scénarios contrastés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc là, je suis plutôt sur le ZEN, zéro énergie nette ou zéro énergie carbone, plutôt que le ZAN, mais ça l'inclut aussi dedans, qui ont été imaginés pour la France métropolitaine et qui reposent sur des données macroéconomiques, démographiques et d'évolution du climat, puisqu'on est parti sur l'hypothèse de plus 2,1 degrés en 2100. Donc voilà. Donc ces 4 scénarios, ils aboutissent tous à la neutralité carbone en 2050. 4 scénarios, donc vous les avez à l'écran. Le premier, génération frugale. Le second, coopération territoriale. Le troisième, technologie verte. Et le quatrième, Paris réparateur. Alors, les scénarios S1 et scénario S2 font plutôt appel au levier de la sobriété, tandis que les scénarios S3 et S4 recourent plutôt au levier de la technologie. Ils diffèrent également aussi sur le plan de la gouvernance. Une gouvernance plutôt locale pour scénario 1, scénario 2, et alors qu'on est plutôt dans une gouvernance nationale, voire internationale pour les scénarios S2, S3. Alors peut-être je peux les présenter rapidement, oui, bien sûr. Ces 4 scénarios. Le scénario 1, on est plutôt en recherche de sens, et sur ces modes de vie et sur les modes de consommation pour atteindre la neutralité carbone. Il y a une évolution forte sur l'alimentation, sur la consommation de viande, très peu de construction neuve, beaucoup de rénovation. Et on a une réaffectation des usages avec une mobilité qui favorise la marche à pied, le vélo. Dans le scénario 2, on est plutôt sur une gouvernance partagée. La consommation devient plus mesurée, donc on est un peu moins restrictif, si je puis dire. L'alimentation, elle est moins transformée qu'en scénario 1. Voilà. Et on est plutôt sur la ville moyenne, le ville du quart d'heure. Le scénario 3, alors c'est le scénario technologie verte. Donc là, on est plutôt sur une technologie numérique, où le numérique est assez présent. On a une alimentation moins de viande, beaucoup plus bio, et une exploitation plus poussée de la biomasse, de la culture énergétique, de la méthanisation, des biocarburants. On est plutôt sur de la métropolisation, les villes métropoles, et puis la mobilité
assez peu modifié. Et enfin, vous l'avez compris, le scénario 4, c'est un pari réparateur. On poursuit le mode de vie actuel. On a une forte consommation d'énergie et de matières premières. La biomasse est exploitée plutôt à des fins énergétiques. Et on s'appuie quasi exclusivement sur la technologie pour atteindre la neutralité carbone. Dans la diapositive suivante, voilà les quatre bilans des émissions et des puits de CO2 sont présentés. Donc là, on a le premier... Le premier, c'est là où on est, voilà. Et les 4 autres, c'est là où on peut aller. Les 4 scénarios. Donc ces 4 scénarios sont neutres en carbone, donc il y en a un qui est un peu plus neutre en carbone. On voit que les puits biologiques sont très fortement sollicités dans le scénario 1 et on a très peu de recours aux puits technologiques, alors qu'à l'extrême inverse, on est au contraire, on s'appuie plus sur des puits technologiques pour obtenir la neutralité carbone. Qui reste à inventer, on est d'accord. Alors voilà, là il y a un risque, c'est pour ça que c'est le pari réparateur. Hein, c'est un vrai pari, quoi. C'est un vrai pari, on a un vrai risque de ne pas y arriver. Inversement, le scénario 1, on a plus un risque d'acceptation de la population sur une société plus frugale, où la frugalité est choisie, mais aussi contrainte. Et donc, au niveau social, ça peut aussi avoir un risque. C'est pas que le quasi-abandon de la consommation de viande, c'est aussi de la démobilité de façon massive. On est vraiment là-dessus sur un scénario qui fait des paris aussi forts, mais plutôt en termes de changement des pratiques sociales. Voilà. Sur l'alimentation, on est une division par 3 de la consommation de viande actuelle, alors que dans le scénario 4, à l'extrême, on est sur une consommation de viande qui est quasi stable, mais qui est complétée par des protéines de synthèse ou végétales, par exemple. Super. En termes de mobilité, le scénario 1, on a la moitié des trajets qui sont faits à pied ou à vélo, alors que dans l'extrême inverse, on a une augmentation forte des mobilités, on a une recherche de vitesse et on n'a que 20% des trajets qui sont faits à pied ou à vélo. Donc voilà, les 4 scénarios, vous l'avez compris, sont d'un extrême à l'autre et tout ce qu'on a construit a sa propre cohérence intra-scénario. Alors, on a 4 scénarios, ça veut dire qu'on est tous obligés de choisir le même scénario? C'est pour faire écho à une question dans la salle. Évidemment non. Non, évidemment non. On peut imaginer de mixer plusieurs thématiques des scénarios pour construire son propre scénario. Et je pense que c'est là aussi toute la vocation des territoires et du projet politique du SCOT, c'était de s'adapter en fonction de ses propres particularités territoriales sur un mixage de ces 4 scénarios. Alors ce qui correspond, enfin ce qui répond à une autre remarque de la salle sur la question de la territorialisation, alors là pas des 50%, mais la territorialisation de ces scénarios. En effet, chacun doit faire son mix, ou en tout cas peut faire son mix. Mais là, on est bien sur l'illustration d'une démarche prospective sur lequel on a bien un cap fixé, qui est cet horizon zéro carbone dans ce cadre-là. On l'a vu, on a d'autres sujets que ceux-là. Mais en tout cas, là, c'était bien l'objectif poursuivi par ces scénarios. Plusieurs moyens d'y arriver, qui sont des formes de simulation, mais en fait qui permettent de déterminer l'horizon dans lequel on va se placer. De le déterminer localement. Donc il y a bien une optique, un objectif de déclinaison locale. Oui. Alors l'exercice prospectif, il essaye de mettre en exergue quelques problématiques à débattre. On en a sorti 5. La sobriété. Alors, voilà, 5 problématiques à débattre. La sobriété, jusqu'où on va aller dans la sobriété et son acceptation sociale. Ça peut faire écho au zéro artificialisation nette aussi. Deuxième problématique, jusqu'où on peut s'appuyer sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Est-ce qu'il va pas falloir quand même aller faire des puits de carbone industriels? On voit que seul le scénario 1 permet de s'appuyer uniquement sur
sur des puits naturels de carbone. Troisième problématique, la problématique de l'alimentation et du régime alimentaire, j'en ai un peu parlé, la viande en particulier, jusqu'où on va aller et comment ça pose sa problématique. La quatrième problématique, l'artificialisation. Bon, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, je crois. Et puis une cinquième problématique sur l'industrie et le nouveau modèle industriel et comment ça fait écho à la sobriété. Alors, c'est des questions qui vont toucher pour le coup les débats nationaux et des déclinaisons pour chacun de vos territoires. Hein. En tout cas, l'idée, c'est au travers de l'exposé de ces scénarios de l'ADEME, à la fois de vous les présenter parce qu'ils sont intéressants en soi, ils posent débat, mais aussi parce qu'ils illustrent des formes de démarche prospective sur lesquelles on cherche le chemin et surtout, c'est des sujets de discussion au travers de tout ça. Alors, oui, si tu voulais. J'ai terminé. Voilà. pour continuer d'alimenter la conversation, peut-être la prolonger avec Laurent, donc du Shift Project. Alors, on connaît, pour le coup, un travail de prospective, de modélisation développé et, de façon très publique récemment par le Shift au travers du plan de transition de l'économie française. C'est bien ça, un PTEF ? Transformation, pardon, évidemment. Je me disais transition, bon, je m'attendais, ok, c'est plus clair. Peut-être un peu moins les travaux dont on va parler maintenant, sur la question de la résilience territoriale, qui vient interroger beaucoup des sujets finalement, et peut-être que c'est un moyen de mettre du lien dans ces différents, du lien en tout cas entre ces différents sujets. Alors, de quoi parle-t-on déjà quand on parle de résilience territoriale? On en parle beaucoup. C'est pas que la gestion des risques, en tout cas pas la version traditionnelle. Oui, alors effectivement, quand on parle de résilience, il faut tout de suite demander de quoi on parle, parce que le terme est tellement à la mode et peut servir à tellement d'usages. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a autant de succès. En tout cas, nous on s'est emparé de cette notion de résilience territoriale, vous le devinez, par rapport évidemment à la capacité des territoires à faire face aux crises qui sont liées à tout ce que vous connaissez très bien sur les impacts du dérèglement climatique et écologique, mais aussi sur les impacts et les conséquences très concrètes de la transformation elle-même, du zen, voilà, au départ on est très zen au Shift, mais on voit bien que la transformation écologique, la transformation énergétique dont il est question est un chemin chaotique qui n'est pas sans risque, et donc c'est aussi en référence à ces enjeux-là, à ces risques-là, que la notion de résilience nous intéressait. Donc on l'a reprise à notre compte. Donc on voit bien que c'est anticiper et faire face aux crises, mais c'est aussi surtout être capable de se transformer. C'est aussi dans sa capacité transformative que cette notion nous intéressait, puisqu'on parle de risques dont on sait que pour certains ils sont inéluctables et ils ne vont faire que s'accroître. Les crises sont annoncées et vont se répéter et il va falloir les gérer. Donc la seule façon d'être moins vulnérable face à cet enchaînement de crises, c'est de se transformer. Ce n'est pas simplement de les gérer sur le court terme et de chercher à revenir à peu près à la situation antérieure. Donc voilà pourquoi on s'en est emparé. Une autre peut-être raison, c'est que cette notion de résilience de territoire, elle permet de rendre compte de la dimension systémique de ces sujets-là. Je ne développe pas. Et elle permet aussi de faire atterrir ces enjeux sur des enjeux locaux et des enjeux concrets. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous parlez de réchauffement global à l'échelle de la planète ou de décarbonation ou de neutralité carbone, que sais-je. On n'est pas en train, donc ça veut dire que là c'est un travail peut-être par le terrain, qui part en tout cas du terrain, qui parle à l'échelle du terrain, de façon concrète, mais aussi de façon au présent. Il y a aussi cette question-là. On est donc en train de parler aux élus de la gestion aussi du quotidien dès maintenant et pas qu'une projection long terme. Voilà, notre ambition et le travail qu'on fait avec toute une série de partenaires
dont d'ailleurs la fédération des Scots, que je remercie de nous avoir invités, c'est d'essayer d'aborder le sujet sous l'angle de la sécurité et du bien-être des populations. Donc on n'est pas en train de faire référence à l'avenir de la planète, même à des enjeux de solidarité avec des populations qui sont durement touchées aujourd'hui. On est vraiment sur des enjeux locaux, les enjeux de sécurité alimentaire, des enjeux d'habitabilité des territoires. Voilà, et il se trouve que l'actualité nous aide aussi à illustrer tout ça. Donc c'est bien en référence à ces enjeux de sécurité, de bien-être des populations que l'on pense qu'on peut accrocher les acteurs locaux. Alors, les accrocher, nous on est convaincus que l'immense majorité des élus locaux est sensible et convaincue qu'il y a un sujet. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur une mobilisation la plus large possible et pour aller plus loin avec eux et les convaincre et aider des gens comme vous à convaincre les élus, l'ensemble des élus sur les territoires de leur capacité, non seulement évidemment de la nécessité, mais de leur capacité à être beaucoup plus ambitieux, à être dans la transformation de leurs pratiques au quotidien. Alors avec la publication d'un premier document, alors il y en a eu d'autres depuis, vers la résilience des territoires pour tenir le cap de la transition écologique, de mémoire en accès libre aussi, sur le site du Shift. Est-ce qu'on peut, toujours pareil pour atterrir, donner des exemples en termes d'action, typologie d'action, mais aussi de méthode peut-être? Alors, les actions, il y en a beaucoup dans la publication, effectivement. Je crois qu'il y en a plus d'une soixantaine qu'on a essayé justement à chaque fois d'organiser autour de fonctions, non pas avec des portes d'entrée qui seraient climat, énergie, résilience, des gros mots comme ça, mais vraiment plutôt l'alimentation, l'urbanisme, la mobilité, l'emploi. On a pas mal travaillé sur l'emploi, l'évolution des emplois sur les territoires en lien aux enjeux d'adaptation et de transition. En fait, l'enjeu, donc je vais pas énumérer les actions qu'il y a dans le document. Non, elles sont effectivement exemple de trois. Ouais, peut-être la première d'entre elles, celle qu'on a mise en avant. Tout à l'heure, Stella disait choisir pour ne pas subir. Nous, on commence par comprendre pour ne pas subir. C'est-à-dire qu'il nous semble quand même que, même si la salle n'est pas forcément représentative, il y a quand même un enjeu à ce qu'on comprenne mieux justement le caractère systémique des enjeux, comment ces conséquences du dérèglement climatique, ces aléas interagissent entre eux, s'additionnent entre eux, comment l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, la dépendance à des chaînes d'approvisionnement lointaines, à des énergies fossiles, tout ça, comment tout ça finalement interagit et fait système sur les territoires. Voilà, avec une idée assez simple, c'est qu'on ne peut vraiment s'attaquer à un problème que si on l'a bien compris dans toutes ses dimensions. Et il nous semble qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est une des contributions de notre travail, c'est d'essayer d'améliorer cette compréhension et surtout de la partager très largement. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, il va falloir former ou se former quand on est élu ou quand on est agent territorial, mais il va falloir aussi que l'ensemble de la population soit acculturée sur ces questions-là. Comment faire accepter des décisions, des bifurcations importantes si vous n'êtes pas capable de les expliquer à la population, tout ça parce que voilà. Donc nous on a une proposition très simple mais ambitieuse, c'est que toutes les collectivités consacrent 1% par an de leur budget de fonctionnement à cet enjeu de la connaissance, c'est-à-dire la formation, mais plus largement que la formation, la connaissance des vulnérabilités de son territoire, c'est-à-dire des diagnostics, de l'ingénierie, investir dans l'ingénierie et dans des travaux pour documenter mieux les vulnérabilités, les enjeux de résilience du territoire, et évidemment le faire avec
en le partageant très largement sur le territoire pour que ça permette également d'acculturer. Voilà une action parmi d'autres, mais peut-être la plus importante. Après, l'enjeu, c'est toujours d'arriver à concilier le temps court et le temps long. Donc, j'imagine que vous l'avez beaucoup traité déjà. Donc, comment je fais pour répondre à des crises ou à des risques imminents de crise, donc tous les enjeux d'adaptation, tout en faisant en sorte que ces actions-là m'aident à la transformation. Et quand je dis ça, ça veut dire comment je fais pour que ma gestion du court terme ne fasse pas obstacle à la transformation. Et là, les exemples sont assez nombreux où si on n'anticipe pas, on va mener des actions de court terme, on va s'attaquer à court terme à des effets du réchauffement climatique, mais finalement, on ne va pas engager le territoire dans une transformation importante. Nous, là, on est en train de préparer des travaux là, qui sortiront fin septembre, j'espère, où on propose en conclusion, je vous le soumets à réaction, on propose de reprendre cette idée de plan de résilience territoriale avant la fin du mandat. Et on invite, alors pourquoi avant la fin du mandat? Parce que vous savez qu'on parle de la décennie décisive, donc il faut absolument que sur ce mandat-là, les collectivités soient en ordre de marche, soient organisées pour cette transformation. Donc on propose d'esquisser ce plan de résilience territoriale en quatre axes ou quatre objectifs. Un premier sur la gouvernance, c'était là, on a pas mal parlé. Il faut revoir quand même très fortement la façon dont sont organisées et prises les décisions. Ça peut être dans l'organisation interne de la collectivité, mais ça peut être aussi dans la façon d'impliquer les territoires voisins, d'être beaucoup plus inclusif. Enfin, on pourrait développer. Le deuxième point, c'est le partage de la connaissance. Je l'ai évoqué. Des enjeux, un troisième point qui nous paraît important, c'est de réinventer ou au moins d'actualiser le projet de territoire. Donc là, c'est très, très Scott compatible. Parce que si on n'a pas cette vision d'un territoire plus sobre et plus résilient, eh bien, tout le reste est impossible. Comment procéder aux arbitrages si on n'a pas ce cap et cet horizon et ces objectifs intermédiaires? Et puis le dernier point, évidemment, c'est d'aligner les politiques. On a quand même beaucoup encore à faire pour mettre en cohérence à l'intérieur des collectivités, comme évidemment entre collectivités, entre territoires, les politiques territoriales à l'aune de ces nouveaux objectifs. Donc voilà alors toutes ces recommandations, elles sont dans des publications là qu'on s'apprête à sortir. Elles n'ont de force que si elles sont illustrées d'exemples par catégorie de territoire. Là, je fais un petit clin d'œil à la remarque de Stella qui dit c'est évidemment très difficile il ne s'agit pas d'être prescriptif. Il appartient à chaque territoire de s'emparer de ces enjeux-là pour les opérationnaliser. Mais pour autant, il nous a paru que pour mieux toucher les décideurs locaux, et encore une fois, je parle pas forcément des présidents de Scott ou des gens ici dans la salle, mais plutôt de vos collègues sur le terrain qui pensent, qui voient que c'est un sujet, mais qui ne voient pas en quoi ça les concerne et en quoi c'est possible pour eux de contribuer à ça. Voilà, donc derrière chacun de nos messages, on va mettre des actions les plus ambitieuses possibles et on va distinguer 6 catégories de territoires, de la métropole en passant par la ville, la campagne, la montagne, le littoral, jusqu'au territoire d'outre-mer, pour essayer encore une fois d'outiller tous ceux qui ont la possibilité d'interpeller, de discuter avec les élus locaux, avec les décideurs locaux sur ces sujets-là. Alors on le voit, beaucoup de sujets qui font lien entre les silos, entre les échelles aussi. C'est le Scott le bon moment, le bel endroit pour parler de la résilience justement de nos territoires? Alors le Scott, il a beaucoup d'atouts. Je vous apprends rien. Il est
un des rares, sinon le seul document de planification qui peut traiter de façon systémique des enjeux. Il est aussi interterritorial, ce qui lui, voilà, on n'a pas parlé, mais vous en avez parlé, j'imagine, beaucoup la question des échelles. Ces sujets-là ils sont pas simplement multisectoriels, ils sont aussi multi-échelles, et vous pouvez traiter de ça. Et j'insiste là-dessus, on peut s'appuyer sur les SCOT pour traiter ces sujets-là, pour réfléchir, mais on peut peut-être en profiter pour travailler sur les coopérations territoriales. Aujourd'hui, il y a quand même un énorme enjeu à renforcer la coopération entre les territoires. Tous ces enjeux de résilience sont des enjeux liés aux interdépendances. On sera toujours interdépendant. Il n'y a aucun territoire qui pourra dire je suis résilient, je ne dépends de personne. Par contre, on peut travailler sur ces interdépendances pour les transformer en coopération. Et donc là, il me semble qu'il y a un potentiel pour les SCOT pour ne pas simplement réfléchir ensemble, mais peut-être travailler ensemble. Et puis évidemment la prospective. Il y a là aussi, quel autre document de planification territoriale inclut une dimension prospective à 15 ou 20 ans? Il a aussi des limites, le SCOT. On a parlé de la distance qu'il y avait aux citoyens et même aux élus communaux, locaux. On a parlé de son caractère parfois un peu techno. Mais pour nous, il y a vraiment un enjeu à faire du SCOT le document de référence qui va être un peu le document de référence en matière d'ambition et de rigueur par rapport à tout ce qu'on a dit là sur le ZAN et le ZEN. C'est-à-dire aujourd'hui, les territoires, même les plus volontaristes, ils manquent de repères sur c'est quoi l'objectif à atteindre. Tout à l'heure, vous avez parlé du plan de transformation de l'économie française. Nous, on est parti d'un truc simple. C'est pour atteindre les objectifs de la France en 2050, c'est moins 5% par an de gaz à effet de serre. Comment chacun des secteurs est capable de se transformer en réduisant comme ça Bon. Eh bien, là aussi, est-ce que le SCOT peut pas permettre de donner, avoir des objectifs clairs, les contraintes claires par rapport aux engagements nationaux, par rapport aux objectifs régionaux, pour qu'ensuite donner à voir aussi, on l'a évoqué, le projet de territoire, à quoi peut ressembler un projet de territoire sobre et résilient, qui reste évidemment désirable. Et après, ce cadre de référence étant posé, les territoires qui composent le SCOT pourront s'en emparer et pourront tracer un chemin grâce à ces repères, grâce à ce cadre de référence, et bâtir leur propre vision, leur propre, leur propre projet de territoire. Mais là, il y a une opportunité. La révision des SCOT là, qui est en cours offre cette possibilité d'être ce cadre de référence à la fois exigeant et ambitieux qui va permettre de tirer tout le monde par le haut. Donc on le voit, on est loin dans ces documents-là de parler uniquement de gestion des risques. On est sur une vision beaucoup plus large. Un premier document, déjà une nouvelle génération de documents qui sont déjà en ligne, mais toute une nouvelle génération à l'automne de publication. Et la volonté pour le shift de territorialiser, de dialoguer localement donc. Oui, alors j'en profite pour faire un appel à contribution. Il y a un document qui est déjà en ligne sur le site du Shift Project qui s'appelle « Climat, crise, comment transformer les territoires ». Vous le trouverez facilement sur notre site et qui est un document intermédiaire, c'est-à-dire qu'il préfigure les 6 chapitres correspondant aux 6 territoires que j'ai évoqués et les menaces et les transformations qui nous paraissent les plus pertinentes pour réussir la transformation. Maintenant, il manque un élément essentiel à ce document, c'est les exemples et les témoignages les plus inspirants. Donc on est en train de collecter, et je vous invite
je vous invite chaleureusement à prendre un tout petit peu de temps pour relire ce document. Il est disponible en version Word, à l'annoter, à le critiquer et à nous faire part de témoignages, d'exemples qui montreront pour chacun des types de territoires à quel point il est possible, parce que certains l'ont fait ou sont en train de le faire, d'engager ces transformations ambitieuses. Donc là, c'est vraiment très important. On veut sortir ce document fin septembre, début octobre. Voilà, je ne vais pas développer. Il sera accompagné de documents beaucoup plus synthétiques et illustrés qui pourront être remis directement aux élus. Parce qu'en fait, on ne croit pas une seconde que notre publication sera lue par les élus à qui elle est destinée. Donc on ne croit pas une seconde que ceux qui ne sont pas convaincus ou pas assez convaincus le seront à travers une nouvelle publication du Shift. Pourtant, nos publications sont très bien, mais elles s'adressent plutôt à vous, c'est-à-dire vous qui êtes déjà convaincus, qu'à ceux qui sont pas encore vraiment en état de se mobiliser. Donc c'est à travers une campagne finalement, c'est à travers vous, à travers tous ceux qui ont la bande passante des élus locaux, qui peuvent s'adresser à eux, qu'on va réussir à les toucher. Donc nos publications sont comme des kits de campagne, des outils dans lesquels puiser pour alimenter des discussions auprès d'eux. Merci. Alors, je ne sais pas si déjà il y a des réactions, alors que ce soit sur la scène ou dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Alors là, j'ai un verre, c'est pour dire c'est bien ou c'est juste pour dire j'ai chaud? C'est ça. Alors, je vais vous demander de vous lever et de prendre un micro, par contre, qu'on puisse vous entendre. Si on a moyen d'avoir un deuxième micro-baladeur pour... Oui, bonjour. Très rapidement, merci pour vos interventions et je voulais juste vous poser une question. Donc Sarah Fèvre, je suis maire d'une commune rurale et vice-présidente en charge du SCOT et de l'aménagement du territoire et d'un plan climat. Et en fait, sur notre territoire, on a commencé par un PCAET pour ensuite attaquer un SCOT. Et on a travaillé, grâce au CEREMA, on a été accompagné sur justement la résilience de notre territoire avec des élus locaux, ruraux. On a 72 communes et on gère un territoire extrêmement rural. Et aujourd'hui, on a 36 fiches actions et 17 portées par la communauté de communes. Et lorsque vous dites que le SCOT, c'est le bon outil, moi je découvre, on est en train d'élaborer notre SCOT, qu'il y a aussi les limites de l'action. Parce qu'en fait, le SCOT, c'est en effet de la prospective, en effet des objectifs, mais il n'y a pas le plan d'action. Et c'est vrai que ma question, c'est est-ce que les PCAET, on ne devrait pas s'appuyer au niveau des territoires sur cet outil qui permet de mettre en place des actions une fois qu'on a élaboré des objectifs d'un SCOT. Voilà. Et je ne manquerai pas de témoigner sur le site que vous avez cité du Shift Project. Voilà. Merci. Peut-être des réactions, vous vouliez... On a abordé le PCAET. On a déjà abordé le PCAET, mais c'est vrai que le PCAET nous fixe néanmoins des objectifs. Et ces objectifs, il faut essayer de les tenir, même si parfois ils sont difficiles à réaliser. Alors il y a des orientations stratégiques, et puis ensuite il faut arriver à les mettre en place sur le terrain. Et nous on le voit bien sur la côte, près d'un aéroport, l'éolien par exemple, impossible. Il y avait la possibilité, on avait décidé de pouvoir mettre des centrales solaires sur les zones qui avaient précédemment servi à enfouir des déchets qui sont plus utilisables. On est en espace proche du littoral, c'est considéré comme de l'urbanisation, donc ça nous est aussi interdit. Et quand on parlait tout à l'heure des différentes théories, là, des 4 scénarios possibles qui pouvaient être territorialisés, j'ai du mal à imaginer que dans un territoire où on va dire on n'utilise quasiment plus la voiture, tout le monde marche, que le territoire d'à côté va dire au contraire on utilise la voiture, quand les gens vont vouloir passer, est-ce qu'il y aura une frontière pour des territoires comme les côtes d'émeraude? Péage, oui, parce qu'il y a quand même des grandes départementales qui traversent des grands territoires ruraux qui, s'ils veulent changer, seront obligés de changer. Donc c'est vrai que c'est bien ces quatre exemples. Maintenant, je pense qu'il
il faut voir, pas seulement sur un territoire, plus largement. Nous, on travaille au niveau de la destination touristique qui va du Cap Fréhel à l'ouest jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel et qui descend jusqu'à Dinan et un peu plus au sud, qui couvre, bon an mal an, le futur parc naturel de la Rance. Ce sont maintenant 4, 5, 6 collectivités différentes pour moi, de SCOT au moins. Et dans ce cadre-là, on parle des déplacements, des mobilités. Parce que s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'étanchéité dans les déplacements. Les gens qui vont venir à Dinan, après, viendront peut-être sur la côte d'Émeraude ou sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, toutes ces stratégies de mobilité, il faut aussi les raisonner peut-être d'une manière différente. Et donc, forcément, tout le reste va aller ensemble. Donc, attention à pas trop de caricature en disant ça va être fait par territoire et que le territoire tout seul pourra décider. Non, je pense qu'il y a aussi les voisins auxquels il faudra faire attention. On revient aux interdépendances qui étaient affichées avec ces qualités du vivant, diversité et dépendance. Oui, je voulais juste réagir. Alors c'est lié aux interdépendances, mais c'est parce que je ne l'ai pas entendu encore, mais vous l'avez peut-être évoqué ce matin. C'est aussi lié à la contribution d'un territoire vis-à-vis des autres territoires. On parle souvent de la neutralité carbone, du fait qu'au niveau national, on va devoir équilibrer nos émissions. On parle pas souvent ou pas assez souvent du fait que, et parfois certains s'approprient cette notion là de neutralité carbone pour l'appliquer à leur territoire, en disant mon territoire va être neutre en carbone, etc. Et ne parlons pas des entreprises qui aussi revendiquent la neutralité carbone. Bon, tout ça, c'est évidemment du greenwashing, parce que tout simplement, on sait déjà qu'il y a des territoires qui ne pourront pas être neutres, et notamment les territoires urbains, les pôles urbains, et on a besoin des services des pôles urbains. Donc, quand un territoire dit, par exemple, il est hors de question qu'un territoire rural, forestier, vise la neutralité carbone. C'est pas possible. À l'échelle nationale, un territoire rural forestier doit être un puits de carbone. C'est-à-dire que donc tout ça, ça paraît évident, ça paraît logique comme ça. Mais encore faut-il que ce soit organisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent sur le terrain, et vous en êtes la preuve, vous en êtes les artisans, mais chacun fait un peu comme il veut, il fixe les objectifs comme il veut, et c'est un joyeux bazar. Et quand on fait la somme, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est Intercommunalité de France qui suit les PCAET et qui régulièrement, juste ils font la somme des objectifs à 2050 des 200 ou je sais pas combien, enfin de PCAET en France. On n'arrive pas à la moitié des objectifs 2050 nationaux. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on organise un peu les objectifs, qu'on les clarifie, qu'on dise ok, en fonction des spécificités des territoires, toi, ton objectif il est là, toi par contre ton objectif il est là parce que tu es un puits de carbone et c'est essentiel pour le pays que tu restes un puits de carbone et que tu gardes, que tu valorises tes espaces non bâtis pour rester un puits de carbone, etc. etc. Donc cette dimension contribution, et par contre ça veut dire que les territoires urbains, ils ont des ressources financières d'ingénierie et ils ont besoin des territoires ruraux pour atteindre globalement leurs objectifs. Donc comment est-ce qu'on a parlé de mutualisation, mais comment ils mettent à la disposition ces moyens financiers, ces moyens humains pour des territoires voisins, et en contrepartie, les territoires ruraux, ils ont des espaces non bâtis, ils ont des espaces naturels, agricoles, forestiers, dont on a besoin pour les puits de carbone ou éventuellement produire de l'énergie. Et comment ils le négocient, comment ils se font pas avoir quelque part, comment ils créent un rapport de force qui fait que cette valeur-là, pour le pays, elle se traduit par une contrepartie pour eux. Donc, et je reviens au SCOT, puisque c'est un peu le lieu. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour que ces choses, il faut objectiver là, il faut objectiver les objectifs. En ce moment, il y a des objectifs nationaux, il n'y a pas d'objectifs encore régionaux et infrarégionaux. C'est un chantier, ça manque cruellement. Mais par contre, il est tout à fait possible de décliner, en tout cas de faire des hypothèses à partir des objectifs nationaux et d'avoir des niveaux d'ambition. Et je pense que l'espace du SCOT peut permettre ça, peut permettre d'organiser notamment ces contributions croisées entre les territoires qui composent le SCOT, et peut-être entre SCOT aussi. On parle beaucoup de l'interscot, c'est quelque chose d'important. Mais cette dimension contribution aux objectifs nationaux
ou aux objectifs de mes voisins, elle me semble essentielle dans le paysage. Ce serait dommage que, même à l'échelle d'un SCOT, on reste un peu enfermé sur son périmètre et on ait une vision qui, encore une fois, ne soit pas dans une contribution à l'objectif national, puisqu'en fait, c'est le seul qui soit vraiment clair aujourd'hui. Alors on a un objectif qui est très clair, hein, qui est le ZAN pour le coup, et pour le coup le ruissellement local de cet objectif national est manifestement loin d'être évident. Deux questions auxquelles vous pourrez ou pas répondre, hein, Emmanuel. Deux questions, oui, je sais. Deux questions très concrètes sur les scénarios de l'ADEME. La première, c'est est-ce que le scénario 4 tient compte des questions de raréfaction des matières premières dans le pari technologique? Est-ce que ça fait partie du risque du pari, ou est-ce qu'on considère qu'on s'est assuré dans le scénario 4 qu'on savait faire en termes de quantité de matière? Oui, on tient compte des matières et des ressources et des matières. Oui, il y a un chapitre sur les ressources et les matières. Donc on fait... C'est un pari réparateur, donc il y a un risque sur l'avenir et peut-être qu'il y aura des nouveaux matériaux qu'on pourra trouver oui, il y a quelques hypothèses de travail un peu lourdes quand même. D'accord. Oui. Et sur la place de la voiture en 2050 dans les 4 scénarios? Je ne me souviens pas exactement la place de la voiture. J'avais ouvert la possibilité de répondre comme ça. Très bien. Donc voilà. Il y avait une question dans la salle. Alors là j'en vois deux. Je ne sais pas quelle était la première. Alors déjà, je voudrais juste répondre à la présidente de SCOT, c'est Stella de la fédération, qui disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de plan d'action dans les SCOT et du coup qui parlait de l'articulation avec le PCAET. Donc je voulais juste rappeler l'ordonnance de modernisation des SCOT qui a prévu justement la capacité de faire un plan d'action de mise en œuvre de la stratégie du SCOT pour justement clarifier, ce n'est pas juste un document incantatoire et un document de papier. Cette stratégie elle a vocation à être déclinée en action et donc il y a la possibilité aujourd'hui d'adosser au SCOT un plan d'action. Et par ailleurs, puisque effectivement il faut rassembler les stratégies territoriales et pas les laisser de manière sectorielle, il a été proposé qu'il y ait des SCOT valant PCAET. Le message politique qui a été envoyé, c'est la stratégie air, climat, énergie du territoire. Elle doit être dans la stratégie du SCOT. Et le plan d'action du PCAET, il a vocation à être une partie de la mise en œuvre de la stratégie du SCOT. Et donc, c'était un peu l'orientation. Et comme on a beaucoup milité avec le ministère pour cette modernisation des SCOT, je vais juste passer la parole à M. Asselet qui voulait intervenir pour expliquer pourquoi il avait fait le choix, alors qu'il était en pleine procédure, de moderniser son SCOT. J'ai pas matin parce que ce n'était pas le sujet, effectivement, mais vous retrouverez les éléments dans l'étude qu'on a dans nos sacs sur les SCOT modernisés. Et on a justement fait ce choix-là du fait de l'ajout du plan d'action qui permettait de faciliter la mise en œuvre. Et ça va être notre premier travail depuis le SCOT approuvé et qui va être l'occasion de mobiliser d'autres élus. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit ce matin, notamment les vice-présidents de PCI, de leurs différentes thématiques pour les associer à la mise en œuvre du SCOT via la rédaction commune du plan d'action. Alors dans notre calendrier, c'est bien tombé avec les ordonnances, qui a permis aux nouveaux élus issus des élections municipales de s'approprier à nouveau le SCOT et de débattre eux-mêmes de leur propre projet politique qui renforce sa dimension de stratégie. Ce n'est pas qu'un changement de nom, la dimension de stratégie territoriale est beaucoup plus renforcée dans cela. Et puis sur la question interterritoriale, je vous rappelle que dans les réunions de personnes publiques associées, il y a tous les voisins, les SCOT voisins, et il y a justement cette obligation par poids d'étape d'avoir ce dialogue avec nos voisins. On n'est pas isolé en circuit fermé et on doit prendre en compte leurs avis. Merci. On va prendre tout de suite des questions. Bonjour, je m'appelle Stéphane Delabre, je suis directeur général des services du SCOTA, donc le SCOT de l'Arajois, 206 communes et 170 000 habitants. Je suis accompagné de 6 élus du SCOTA qui participent régulièrement aux rencontres. Vous êtes venus en force, quoi. Exactement, toujours. Et je pense que c'est important de le dire parce que par rapport à ce qui a pu être dit ce matin et ce qui vient d'être dit tout à l'heure, je pense que quelque part, le rôle d'élu est primordial par rapport aux enjeux qui sont face à nous. Ce matin, j'entendais un élu qui parlait d'élus qui pouvaient être des pots de fleurs. Là, j'entends des publications qui peuvent être destinées aux élus mais que les élus ne lisent pas. Je pense que notre rôle de technicien, c'est justement d'accompagner les élus à réussir à appréhender ces sujets.
Alors, je suis également des directeur général adjoint en charge de la stratégie et des prospectives à la communauté urbaine d'Arras. Et dans ce cadre-là, nous avons organisé une conférence des maires sur le PSAET. Et nous nous sommes servis des 4 scénarios de l'ADEME, donc c'était au mois de mars. Nous avons tout de suite réagi à la sortie de cette publication des scénarios. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que par rapport aux ateliers que nous avions menés avec les élus sur ces 4 scénarios, un scénario s'est dégagé rapidement, c'était le scénario 2, le scénario des solidarités, le scénario où, plutôt que de construire, nous prévoyons de rénover les choses. Et je remercie Stella et ses équipes d'avoir travaillé sur ce sujet, parce que depuis ce matin, nous parlons de créer des logements nouveaux. Oui, c'est une chose, il faut en créer, mais il faut aussi s'appuyer sur la rénovation des logements anciens. Sur le territoire, par exemple, nous avons, nous, 2000 logements sociaux classés F et G. Demain, si nous n'avons pas les moyens financiers pour aider à cette rénovation, nous nous retrouverons avec des friches, de la vacance, et comme le disait le directeur de l'EPF, forcément derrière, ça implique des opérations sur du temps long et qui vont coûter cher. Donc à un moment, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le ZAN, nous allons travailler avec cette démarche. Nous avons des promoteurs forcément imaginatifs qui vont travailler sur des nouveaux produits qui permettront de gagner en densité, mais avec des formes urbaines qui pourront être intéressantes. Donc là-dessus, je pense que les élus n'ont pas de crainte, mais c'est plus savoir de quels accompagnements financiers les territoires vont bénéficier pour pouvoir atteindre cette rénovation énergétique qui est un des points importants de notre plan climat-air-énergie. Voilà, c'est simplement ce témoignage que je voulais apporter. Merci, donc on n'aura pas de réponse directe, mais en tout cas la question est vraiment posée. Il y avait une autre question par ici, oui. Si je peux vous demander de vous lever, de vous présenter comme ça. Oui, bonjour, donc Hervé Lefebvre, président du SCOT de Gascogne. Alors, juste peut-être une interpellation. En tant qu'élu, et je rebondis exactement sur ce que vient de dire l'intervenant, la personne qui a posé la question juste avant. En tant qu'élu, il faut savoir qu'on a effectivement une mise en œuvre, parce que là, ce qui a été présenté, je pense qu'il y a une adhésion. Hein. Je ne pense pas qu'on va discuter du fond. Par contre, c'est sur le pragmatisme dans la mise en œuvre. Les élus ont pris leur mandat, ont commencé leur mandat donc en 2020. On arrive à une période où la plupart des dossiers, que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale, prennent leur envol. Bien avant, dossiers qui avaient été en incubation bien avant la loi climat et résilience et ces objectifs qui nous sont fixés. Il faut savoir qu'en moyenne, sur un mandat, sur une communauté de communes rurales, en l'occurrence je suis président également d'une communauté de communes de 10 000 habitants, on rénove une école, un complexe scolaire relativement important, à peu près pour 8 millions d'euros, donc réhabilitation d'un bâtiment. On a commencé le mandat d'avant et on est toujours en cours. Et donc là, on va passer au dossier de subvention, c'est-à-dire qu'il nous faut un mandat en termes de cinétique temporelle pour réaliser un gros projet. Pour l'éclairage public sur ma commune, c'était 450 000 euros pour passer en basse consommation, ça nous a pris la moitié d'un mandat. On travaille sur la revégétalisation des cours d'école. Pour donner un ordre d'idée, une cour d'école, c'est 60 000 euros, hein, la revégétalisation. On a 10 écoles, donc 600 000 euros. Et là, on travaille depuis 1 an et demi avec le CAUE de Paris, qui a une expertise là-dedans, et avec un architecte paysagiste. Lorsque je vois le nombre d'items, il y a une problématique qui se pose. On parle bien d'urgence climatique. Donc, qui dit urgence dit rapidité. La question qui se pose, c'est comment on se met en route. Je ne vais pas dire en marche, mais en route. Comment on se met en route pour atteindre ces objectifs-là? C'est quoi les axes prioritaires? Nous rappelons en tant qu'élus l'ADAP, hein, l'agenda d'accessibilité programmée. À un moment donné, l'État nous a dit on arrête. Et puis maintenant, vous avez 6 ans pour mettre un ADAP et puis on va vérifier. On ne peut pas arroser tous les champs là. J'entendais l'intervenant précédent sur les logements. Oui, les communes, les petites communes bourg-centre ont également de la vacance et des logements communaux. Sur un mandat, rénover tous nos logements communaux. Et vous voyez bien que c'est une goutte d'eau dans un océan. Alors on va me dire que plein de gouttes d'eau finissent par faire l'océan. Mais effectivement, il y a la problématique du financement, la problématique de l'ingénierie. Voilà, la problématique de l'ingénierie, et je rappellerai que les SCOT, le plus souvent, ont 1 ou 2 techniciens. Hein, c'est la moyenne nationale que l'on a, donc ne rêvons pas. Hein, ce sont des techniciens qui donnent au maximum, mais qui quelque part ne peuvent pas faire face à une telle demande. Donc
là j'interpelle, hein, et vous n'avez certainement pas les réponses, mais j'interpelle quand même. J'interpelle quand même en vous rappelant que nous avons beaucoup de communes rurales de 150 et 200 habitants où il y a seulement une journée de secrétariat par semaine avec un agent disponible par semaine pour accompagner les élus. Donc la question qui est posée, même à travers des formes de mutualisation, comment on priorise, comment on finance et sous quel délai on se met en marche? L'un d'entre vous voulez réagir? Oui, effectivement, je crois que tout le monde, enfin, j'ose espérer, monsieur, que vous ne souhaitez pas faire porter sur la Fédération des Scots l'ensemble des enjeux que vous avez soulevés, parce que, soyons clairs, vous ne pourrez pas tout faire. Vous allez pouvoir faire ce que vous pourrez, mais il faut le faire, il faut le décider. En fait, c'est peut-être ça l'enjeu, c'est de prendre conscience de la situation. Je crois que ça, tout le monde est d'accord. J'ai bien compris qu'il y avait matière à s'engager, et en tout cas à la volonté des élus et des services, hein, et des directeurs pour se positionner. Il y a la problématique du financement. Alors, on a vu que sur le fonds Friche, on avait quand même un certain nombre de moyens qui sont quand même considérables. Nous, dans les EPF, et vous pourrez le constater auprès de l'association nationale que vous pouvez consulter d'ailleurs, hein, chacun dans vos territoires, eh bien, on prêchait pour justement la mise en place de ces fonds pour enfin réutiliser ces espaces dégradés qui ne bougeaient pas depuis des années. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux friches. Donc il y a quand même eu un effet important parce qu'on prend conscience que le foncier va se raréfier et qu'il faudra trouver des solutions. Je pense aussi aux sites industriels qui, dans le passé, quittaient les espaces dans vos communes, dans vos collectivités, et laissaient ces bâtiments en l'état, souvent avec de la pollution, de l'amiante, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, je constate que, là encore, tout le monde s'y intéresse, y compris le monde économique, qui cherche à relocaliser, parce qu'on voit bien que le transport de matières, le transport de produits génère une consommation, en tout cas une émission de carbone assez importante, d'une part, et surtout les coûts font qu'il faut trouver des solutions sur des circuits plus courts. C'est vrai pour l'activité économique, où on peut très bien imaginer d'utiliser les toitures de ces espaces économiques pour éventuellement produire de l'énergie décarbonée. On peut effectivement sanctuariser des espaces forestiers dont on sait qu'ils ont un rôle majeur pour justement jouer ce rôle de puits de carbone. Et puis, on peut également imaginer autrement la construction. On sera de toute façon obligé de le faire parce que les coûts de matières premières vont augmenter. Et on peut aussi imaginer autrement la déconstruction. Parce que tous ces matériaux qui sont récupérés au moment de la déconstruction, toutes ces matières, c'est de la matière première qui ne sera pas consommée, ce sera des matériaux qui seront réutilisés, ce sera même de l'économie, je dirais, pour les phases de déconstruction, pour construire mieux et pour construire effectivement en tenant compte des nouveaux enjeux climatiques qui, là encore, vont générer des surcoûts, mais avec, pourquoi pas, des systèmes innovants comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure, qui visent à louer le sol plutôt qu'à le vendre et à générer des solutions dans l'habitat comme dans l'économie, avec des coûts inférieurs et évidemment des aides aussi de l'État, notamment sur la TVA, parce que c'est le cas sur le bail solidaire dont j'ai parlé tout à l'heure, le système d'organismes de foncier solidaire, et on arrivera peut-être à satisfaire à minima la demande selon le scénario qui sera choisi, ou en tout cas en étant dans l'esprit d'un de ces scénarios, et on aurait agi sur les deux aspects, économiser la matière, économiser l'énergie, décarboner au maximum cette énergie en utilisant l'existant, et prenons au niveau des différents territoires les décisions. Et je rajouterais aussi une question que je pose. On parlait du ZAN, mais est-ce qu'on a parlé de la maille du ZAN? Moi, je pense que c'est un sujet essentiel dont les élus doivent débattre, notamment
au sein de votre fédération, parce que c'est cette maille qui va décider un peu à quelle dimension on va traiter la problématique. Et on sait, je pense que ce genre de problématique doit être traité sur l'échelle la plus grande possible. Faut-il une maille SCOT, une maille inter-SCOT, une autre maille, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le sujet stratégique pour l'avenir, en tout cas en matière de foncier. Alors, on va sans doute y revenir, mais je vais me réorienter vers la salle. S'il y a des questions, levez bien les bras, que je vous vois notamment en haut. Ça a l'air d'aller. Très bien, ça fait 2 fois là qu'on aborde cette question du stockage de carbone dans les territoires. Hein. Et j'ai plusieurs questions de la salle via l'adresse email. Hein. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions sur... ok, très bien, mais si c'est certains qui stockent le carbone et les autres qui ont des emplois, comment on fait, hein? Comment est-ce qu'on se met d'accord et qu'on a des vraies synergies là-dessus? Alors, sur les synergies, moi je vais juste réagir sur la question par quoi commencer. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse, mais déjà, moi il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est déjà, on arrête les conneries, parce qu'il y a des choses, on sait que c'est pas bien. On sait qu'il y a des projets qui sont partis et au minimum, sur certains gros projets, on met en suspens et on réévalue les projets. Hein, voilà. Et on sait qu'il y a des projets qui peuvent répondre à un besoin de court terme, mais qui à long terme vont faire que renforcer un système qui est obsolète. Hein, les rocades autoroutières, les investissements, je sais pas, les choses évidentes, là, les canons à neige, les investissements sans se projeter sur l'après. Enfin, on pourrait comme ça il y a des sujets qui fâchent, hein, les bassines de rétention d'eau qui répondent à un besoin à court terme d'irrigation, mais qui s'il n'y a que ça, ne s'accompagne pas d'une transformation de l'agriculture. Enfin, il y a plein de choses, il y a quand même une réflexion sur, on se pose et on voit ce qu'on... Peut-être il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Ça ne coûte pas d'argent, mais c'est difficile de renoncer. Et puis la deuxième chose, c'est comme on ne peut pas tout faire et qu'il faut prioriser, on investit dans la connaissance, c'est-à-dire on fait des bilans carbone, on voit sur quoi est-ce on émet le plus, par exemple, de gaz à effet de serre, et c'est pas la même chose sur un territoire urbain, sur un territoire rural, c'est même pas la même chose entre territoires urbains selon les niveaux de densité, entre territoires ruraux selon les niveaux de densité, et on s'attaque en priorité là où on a le plus d'impact, là où on a a priori, là où le levier sera le plus grand. Alors, ça répond pas, mais à un moment donné, si on continue à fonctionner en silo en pensant qu'il faut servir tout le monde de la même façon, un peu pour tout le monde comme on l'a toujours fait, ça marchera pas. Donc, il va falloir qu'on casse les silos, il va falloir qu'on essaie de voir tous les co-bénéfices qu'on peut imaginer dans les projets que l'on veut mettre en œuvre. Il va falloir aussi renoncer. Et pour renoncer, il faut du courage, il faut avoir une population qui va comprendre pourquoi un projet ne va pas se mener, donc il faut qu'elle soit sensibilisée. Et après, il faut évidemment, et ça c'est le rôle des réseaux, il faut faire pression pour que les moyens de la transition soient mis à votre disposition, parce qu'encore une fois, c'est vous, les élus locaux, qui allez la réussir, cette transition. Elle réussira ou elle échouera en fonction de la façon dont les territoires s'en emparent. Et ça, pour ça, il faut évidemment des moyens. Mais évidemment, il ne faut pas se contenter de demander des moyens qui ne viendront pas forcément tout de suite. Il faut déjà, je pense qu'on peut déjà faire des choses au niveau. Et après, donc la transformation, la redirection, voire même la transition, on l'appellera comme on veut, c'est pas que faire plus vite les choses qu'on avait déjà dans le viseur, ou s'organiser différemment. C'est regarder vraiment l'ensemble des projets et en passer par une première étape de choix et de renoncement. Donc, c'est pas complètement anecdotique. Moi, j'aimerais bien avoir des réactions d'élus locaux sur ces questions-là. C'est pas du tout anecdotique, hein. Je ne citerai pas la commune, mais une commune à qui on dit vous êtes dans le dispositif Petite Ville de demain, rénovation urbaine de l'habitat, du centre-ville, du commerce, des déplacements, et de l'autre côté, on va lui dire la déviation qui vous était prévue,
vous vous débrouillez pour trouver des hectares, sinon il n'y en aura pas. Et donc sinon, ben, vous reverrez passer les smirmarques au milieu de votre commune. Il fait quoi le maire? Il fait quoi le maire face à cette double injonction? Ben, il ne sait pas. Et donc il va se retourner vers les autres collectivités territoriales. J'évoquais le sujet. Est-ce qu'il faut mettre en réserve des hectares au niveau de la région pour des projets importants? Est-ce qu'il ne faudra pas mettre des hectares en réserve au profit des SCOT pour des projets au niveau des SCOT? Et dans ces cas-là, ce n'est pas 50% qu'on va avoir. Si vous mettez 5-10% au niveau de la région, 5-10% au niveau des SCOT, et que de surcroît, on va territorialiser encore un peu plus, parce qu'il y aura peut-être des centralités à renforcer, des trucs, des machins, des endroits où l'économie sera plus facile à développer, et donc d'accueillir aussi à nouveau plus de population. Il y a des communes qui vont mourir d'ici 2050, parce qu'elles n'auront plus aucune possibilité de s'étendre, et plus aucune possibilité de se reconstruire, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Donc c'est pas anodin comme sujet. C'est pas du tout anodin, et c'est, à mon avis, la grande inquiétude de l'ensemble des maires. Alors moi, je parle pour des communes de 10 000 habitants, ou même jusqu'à 50 000. Hein. Après, et puis des petites communes rurales, puisqu'il y en a beaucoup dans le pays. Après, pour tout ce qui est agglomération, métropole, je me garderai bien de poser la question, mais par rapport à notre territoire, c'est voilà les vraies questions que se posent les gens. On nous donne plein de dispositifs à droite à gauche, hein, cœur de ville, petite ville de demain, j'en passe des meilleurs, et à la fin on dit, bah, tout compte fait, tout ce qui vous avait été prévu, on passe au suivant. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Revenir effectivement sur la difficulté des élus à apprécier ce changement de paradigme et l'obligation pour nous de nous inscrire dans une trajectoire. Mais je crois qu'on se fait peur en parlant de zéro, de blocage, de contraintes. Je pense qu'on se fait peur et je pense que ce n'est pas la solution. Je l'ai dit tout à l'heure sur un autre sujet et je remarque que la démonstration, le changement de langage, la pédagogie sont beaucoup plus efficaces pour avancer. Si on y va de manière trop brutale et qu'on n'a pas cette acceptation sociale, on perd du temps. Il faut rappeler aussi, parce qu'on travaille un peu en silo, tu as dit tout à l'heure que les élus n'avaient pas le temps de lire les 90 pages des travaux de la fédération, etc. Je sais pas, mettez-vous à la place des maires qui viennent d'en parler. C'est invivable en ce moment. Les maires, ils ont un certain nombre de contraintes, ils n'ont pas que l'urbanisme. Donc, ils travaillent à peu près 50-60 heures par semaine. Pour un maire comme moi, par exemple, commune nouvelle de 5 communes, j'ai arrêté de travailler pour exécuter mes missions. Je travaille environ 50 heures par semaine, c'est le minimum. Après, j'ai mes autres fonctions, donc plus de loisirs, plus beaucoup de loisirs, plus beaucoup de sport. Et quand j'ai besoin d'ingénierie, parce qu'il faut de l'ingénierie pour nous accompagner, hein. On travaille aujourd'hui avec des juristes, avec des jeunes qui ne sont pas à moins de Bac plus 5, on n'a pas les moyens et on nous réduit les moyens. Tu viens d'en parler. Il est important, je pense, de le partager et de comprendre. On le dit ici, pour agir, il faut comprendre et connaître. Mais pour agir sur les domaines de l'urbanisme, qui vont du SCOT, de la stratégie, jusqu'à l'opérationnel, on doit expliquer, prendre le temps d'expliquer à nos collègues, à nos élus, la bonne voie à prendre. Le changement de paradigme, c'est quoi? Ça démarre avec le SCOT où on va préparer une stratégie de réduction foncière sur, par exemple, le parcours professionnel des entreprises. Il n'y a pas un maire qui vous dira j'accepte que l'artisan qui est né dans la commune, qui a 5-6 salariés et qui se développe, il travaille bien, voilà, il est sur sa zone de chalandise et on lui dit écoute, non, tu ne pourras plus t'agrandir, c'est terminé, tu vas devoir aller vers une zone d'activité plus loin. Ça se prépare. Aujourd'hui, on ne fait que le subir. C'est ce que je dis souvent à mes maires, je suis aussi vice-président en charge de l'urbanisme, je leur dis souvent, préparez ça, expliquez à vos artisans, vos commerçants, etc., ce que nous mettons en œuvre et préparez des zones d'activité moins importantes sur des zones de chalandise bien définies pour que chaque parcours professionnel soit bien identifié sur le territoire. Rien qu'en faisant ça, vous réduisez de 70% la consommation foncière. Il faut prendre des trajectoires et ça va ensuite, vous en parliez tout à l'heure sur les outils, mais les outils ils sont présents.
Il manque le volet financier sur la loi climat et résilience. C'est tout ce qui nous manque. Les outils sont présents. Quand vous descendez en phase opérationnelle, vous avez des OAP, vous avez un droit de préemption, vous avez des emplacements réservés. Mais on n'a pas l'argent qui va avec. Alors, sur cette question, sur la question à la fois du financement et de la fiscalité plus globalement, sur lequel il y a un certain nombre de questions, on aura une discussion dédiée à ça demain matin. Hein, donc, c'est évidemment central et on va y revenir. En rebond, il y a cette question qui est posée par certains sur, d'un côté, manque de moyens, manque d'ingénierie. Est-ce que ça ne pose pas des questions de taille des institutions, EPCI, périmètre de SCOT, etc., pour atteindre les masses critiques? Alors, ce n'est pas des questions nouvelles, mais est-ce qu'elles se reposent aujourd'hui, ces questions-là, à l'aune, finalement, des transformations à mener? On n'a pas le temps de changer. Il va falloir le faire avec. Non, mais c'est important. Je élabore un peu de... Oui. Non, mais je ne suis pas le seul à le penser. Vous avez rappelé l'urgence. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord sur le millefeuille, on est tous d'accord sur la difficulté de faire travailler les échelons territoriaux, sur le cloisonnement de nos organisations, etc. Mais à un moment donné, la grande réforme... Enfin, je pense que... En tout cas, nous, ça ne fait pas partie de nos propositions. C'est comment on fait avec l'organisation actuelle, comment on s'appuie sur les crises. On n'a pas évoqué, en fait, comment on peut se servir des crises, comment on peut profiter des crises. On a parlé de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, ce n'est pas quelque chose qui est uniforme. En ce moment, avec la crise énergétique, voilà, il y a des choses que vous pouvez faire passer au moment d'une crise qui seront acceptées et comprises par les populations, alors qu'en temps normal, c'est des transformations qui susciteront beaucoup de résistance. Mais encore faut-il avoir anticipé et préparer les transformations et les faire passer au moment des crises. Donc ça ne résout pas le problème financier, mais ça me paraît quand même un levier intéressant aussi. On va prendre des questions. Donc pas le temps de redresser le pudding territorial et d'attendre la grande réforme. Oui, Patrick Pesquet, plus qu'une question, une observation, on parle effectivement d'arbitrage, de nécessité de choix. S'il faut le faire effectivement avec les structures existantes, c'est là où il y a de la gouvernance, il faut le faire. Où y a-t-il de la gouvernance? Je vais faire la publicité pour les SCOT. C'est bien à cet endroit qu'il y a du dialogue, qu'il y a des échanges et qu'il y a aussi des arbitrages et de la stratégie. Donc je suis persuadé, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette idée, en particulier certaines régions, mais on le voit dans le travail des conférences des SCOT avec les régions, mais je suis persuadé que le bon niveau, c'est le SCOT ou les inter-SCOT, là où il y a de l'existence de dialogue, de discussion et d'arbitrage. Donc d'ores et déjà des collaborations concrètes dans les institutions qui sont là, et pourquoi pas le SCOT quand on travaillait les interdépendances. Vous levez la main, comme à l'école, quand il y a des réactions ou des questions. Vous criez si je ne vous vois pas. Alors voilà. Je vais me permettre de prendre la parole parce que vous avez censuré Non, je plaisante. je vous ai envoyé une petite contribution. Je ne peux pas tout passer. Non, mais je plaisante, bien sûr. Catherine Berthollet, je suis vice-présidente Grand Besançon en charge de la prospective, planification, par ailleurs conseillère régionale et maire d'une petite commune. Juste deux, trois petites interventions. On se disait, là, effectivement, on parle beaucoup du niveau d'ingénierie. Donc, je vous avais effectivement dit... les agences urbanistes sont là effectivement pour aider sur une partie de l'ingénierie, elles ne peuvent pas tout faire. Et effectivement, quand on est maire d'une commune, on est généraliste. Avec un peu de chance, on a peut-être la compétence au départ, la chance d'être performant déjà dans un domaine, mais on est quand même généraliste, on se doit d'être modeste, donc on se doit d'aller chercher l'accompagnement qu'on peut trouver quand même autour des différents partenaires qui sont à nos côtés. Il faut oser le faire aussi. Et moi, je trouve que parfois, les élus devraient le faire davantage. Lire toutes les publications, c'est vrai qu'on se sent un peu vexé quand on est pris à partie comme ça. Voilà, évidemment. On en reçoit beaucoup. Il est quand même très compliqué pour nous de faire des synthèses très régulières et en plus d'en rendre compte à nos conseillers municipaux et nos administrés. On nous demande beaucoup. Et je pense que... Vous voyez, il y a quand même des élus ici et je crois qu'à chaque fois qu'il y a des colloques, de plus en plus, les élus se perfectionnent, il y a des formations, enfin, on essaie de faire le maximum. Il me semble que même si on n'est pas tous
impliqués autant qu'il faudrait, etc. Il me semble que la plupart, en tout cas, font le maximum pour l'être. Bénéficier de cette information, sont conscients des enjeux. Mais quand on regarde, par exemple, la thématique des éoliennes, qui refuse le plus souvent de porter le projet? C'est pas l'élu. Il a à peine eu le temps de dire qu'il va faire une étude de faisabilité sur son territoire, que c'est la population entière qui ne veut pas le projet. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup parler d'éducation populaire, qui peut passer par l'élu, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi l'aider, lui donner les moyens, ça c'est sûr aussi. Donc c'est des thématiques que d'ailleurs qui peuvent être portées, peut-être pas par l'échelle du SCOT, là par les agences d'urbanisme, par le CAUE parfois, qui essaie aussi, par le biais aussi de pouvoir passer justement par la formation des lycéens, etc., des collégiens. Mais l'éducation populaire, elle est vraiment nécessaire, et là on en est absolument tous, quelles que soient nos positions responsables. Je pense que c'est important de le redire. On a un problème de strate aussi. C'est vrai que nombreux sont les personnes qui défendent la toute petite commune, mais qui se retrouvent en difficulté vis-à-vis de son ingénierie. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans ce paradoxe dont on essaie rarement de parler et finalement de trouver des solutions vis-à-vis de ça. Et puis mon intervention, celle que je vous soupçonnais d'avoir censurée, mais pas du tout, c'était juste dire simplement, vous avez dit tout à l'heure, c'est dans ce mandat-là qu'on va tout faire. Dans ce mandat-là, on va commencer par réviser tout ce qu'on a mis en œuvre, si éventuellement on l'avait fait. Donc on va commencer par modifier le STRADET, donc dans 2 ans de pouvoir modifier le SCOT, en ruissellement le PLU ou le PLUI, etc. Donc grosso modo, quels que soient les territoires, c'est à partir de 2027 que le nouveau PLUI qui aura tenu compte de la loi climat et résilience va pouvoir s'appliquer. J'apprends rien à personne ici, mais il ne faut pas croire qu'on va pouvoir avoir des leviers énormes de suite, quoi. Je crois qu'il y a quand même cette réalité. Et ça prend énormément de temps, justement parce que par le biais de conférences des maires, comme le disait Alain Chrétien ce matin, partout nos organismes, nos CDP, quelles que soient les échelles, on veut concerter énormément. On a des communautés de communes plutôt avec un nombre de communes élevé. La nôtre, c'est 68, mais beaucoup ont beaucoup de communes. Ça veut dire qu'on ne fait pas juste une conférence des maires et on règle tout. On travaille en comité de secteur. Ça prend un temps fou si on veut bien faire les choses. Donc je crois que cette acculturation qu'on fait là, à nouveau de révision, etc., va pas nous permettre d'être opérationnels tout de suite, avec en plus ce qu'on a redit, le manque de moyens aussi pour aller sur toutes ces thématiques qu'on partage, la rénovation des logements anciens, que ce soit en centre-ville dense ou dans des zones moins denses, on a quand même aussi cette problématique, quoi. Merci. S'il y a d'autres réactions, je crois que monsieur s'était fait intercepter le micro. Voilà. Oui, je vais me mettre debout aussi. Non, mais c'est bien de se battre pour le micro. S'il y en a d'autres qui se passent voilà. là. Non, je voudrais revenir sur un point. Donc, Franck Salger, président du SCOT Amboise-Bléré-Château-Renaud en Indre-et-Loire. Donc, plutôt un SCOT plutôt rural. Nous, une des questions qu'on se pose, évidemment, et qui a été soulevée par un des intervenants, c'est sur le problème du partage des connaissances et des informations. Or, très souvent, on n'a pas les moyens en local de faire les analyses nécessaires de toutes les données qu'on peut remonter. Là, il me semble qu'il y a un vrai secteur de mutualisation et de possibilités. Si ça pouvait être pris, et on parlait de subsidiarité ce matin, si ça peut être pris à un échelon supérieur qui permette de faire ces analyse spatiale, analyse et qui ensuite puisse retomber vers les PLU, vers les SCOT pour pouvoir être partagé avec les maires, je pense qu'on y gagnerait énormément. Et ça peut se gérer à différents niveaux. Ça peut être au niveau du département, ça peut être au niveau de la région. Je sais qu'il y a certaines régions qui ont une grande tradition de partage d'informations. Malheureusement, ce n'est pas général. Et c'est déjà un énorme problème pour pouvoir penser l'avenir, ne serait-ce que d'avoir cette connaissance de ce qui est possible. Alors, on peut saluer ce qui a été fait par le CEREMA, c'est très bien. On peut saluer ce qui va venir avec l'occupation du sol à grande échelle, c'est très bien. Il n'empêche qu'il y a plein d'autres acteurs qui détiennent des informations essentielles. Je vais citer les SAFER, histoire de mettre un peu d'ambiance. Et ces données, on ne les a pas, alors que quelque part, ils sont investis d'une mission de service public. Ou ce qu'on a, c'est une espèce de machin qui est inexploitable. Alors, je ne vais pas critiquer nos collègues de la Direction Générale des Finances Publiques avec le cadastre. Ils nous envoient régulièrement des informations très intéressantes. Rien que d'essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans, on y passe déjà des heures. L'élu, il n'a pas le temps de le faire.
Donc là, si on peut mutualiser autour de la connaissance, autour de toutes ces données, et on en a de plus en plus des données, ça serait important. Et en même temps, et je rajoute un dernier point, les collectivités locales, on nous parle des logements classés F et G, très bien. Moi, je ne sais pas comment on fait pour les identifier. Parce que c'est une question qui est éminemment entre les mains du propriétaire. Alors peut-être donc une occasion, je ne reviendrai pas sur la question des données des SAFER, hein, je vous laisse vos propos. Mais au-delà de cette question-là, qui n'est pas complètement anecdotique, finalement, un premier sujet de collaboration concrète, c'est le partage de la donnée, donc le partage de la connaissance. Peut-être peut-on espérer que ça peut être aussi un moyen de structurer une gouvernance qui permet de faire aussi projet ensemble au-delà de partager des données. Mais ça sera ma position. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole, hein? Alors, juste... attends, je vais... Est-ce que non? Là-haut... Allez-y. Alors, pour revenir sur les interventions des deux élus, alors oui, bien sûr, les agences d'urbanisme sont le relais idéal, mais avec le ZAN, le logiciel MOS, mode d'occupation des sols, les agences, en tout cas en Bretagne, sont saturées. Donc les communes qui voudraient, ou les communautés de communes qui voudraient y adhérer, pour l'instant, c'est pas possible. Et donc vouloir remonter à un niveau supérieur, et au-delà du nombre de documents de leur épaisseur, il y a quand même des fois nombre de documents qui sont un peu absconses à essayer de comprendre, et dire on va mettre au niveau supérieur. Alors on évoquait tout à l'heure la problématique des agents techniques des SCOT, en moyenne 2 par SCOT. Je ne pense pas que ce soit encore possible d'arriver à leur demander encore plus de travail. Donc on a cette problématique de personnel, de ressources, parce qu'actuellement il y a une telle pression sur l'ensemble des services, avec les rénovations, les révisions des PLU suite au dernier SCOT, aux SCOT qui sont en train d'être révisés, donc qui utilisent un maximum les agents territoriaux, qui utilisent un minimum les agences d'urbanisme. Je suis désolé, moi en Bretagne, je ne sais pas s'il y a d'autres élus bretons qui sont là, je ne sais pas comment, pour les petits maires ou les maires qui sont à côté de la plaque, on va trouver du soutien logistique pour réaliser ces différentes demandes. Enfin, en tout cas, ces transformations, on le voit, elles demandent certes d'avoir des données, mais finalement de pouvoir affronter la complexité. On l'a vu sur les questions à la fois de prospective, de connaissances. On l'a vu aussi sur les questions de mise en œuvre opérationnelle, des outils, des compétences, des enjeux de gouvernance et de dialogue. On a posé beaucoup de questions. On n'a pas énormément obtenu de réponses aujourd'hui. Mais je pense que c'est ça aussi, chercher son chemin.